Le thermomètre à l'extérieur de la cabane de William Thornton indiquait 42 degrés et de la glace se formait sur les murs intérieurs. À un quart de mile de là, dans une grotte calcaire que toute la colonie avait raillée pendant 8 mois, Matthias Keller était assis en chemise, lisant à la lueur du feu. La température était stable, à 15 degrés. Avant d'aller plus loin, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Et si les histoires d'ingéniosité des pionniers vous intéressent, cliquez sur le bouton S'abonner. L'histoire de demain est encore plus incroyable. L'hiver 1854 s'abattit sur le territoire du Dakota avec une cruauté dont les anciens parleraient pendant des décennies. Matthias Keller avait connu six hivers dans cette région pionnière et pensait comprendre le froid. Il avait appris à entretenir correctement les feux, à colmater les interstices des murs en rondins avec de la mousse et de l'argile, à stocker suffisamment de bois de chauffage pour tenir de novembre à mars. Il avait construit sa cabane comme tout le monde, avec des rondins entaillés empilés horizontalement, de la boue entre les interstices, un toit recouvert d'écorce et une cheminée en pierre dans un coin. La structure avait abrité sa famille de manière adéquate pendant les hivers précédents. Mais 1854 était différent. Le froid était arrivé début décembre et ne faiblissait pas. Les températures chutèrent de 20 degrés et restèrent ainsi pendant des semaines. Puis, elles baissèrent encore. En janvier, les relevés matinaux indiquaient 35 degrés, 40 degrés. Mathias brûlait du bois sans arrêt. La cheminée consumait bûche après bûche, mais la cabane restait glaciale. Sa femme Anna enveloppait leur fils Hans, âgé de 6 ans, dans toutes les couvertures qu'il possédait. Le garçon dormait près de la cheminée, mais même là, son souffle créait des nuages de givre dans l'air. Mathias pouvait désormais voir ses erreurs, les voir avec une terrible clarté alors qu'il luttait pour garder sa famille en vie. Les espaces entre les bûches, qu'il pensait avoir calfeutrés correctement, laissaient entrer l'air froid. Les coins où les bûches s'emboîtaient s'étaient tassés au fil des ans, créant des ouvertures qu'il ne pouvait pas voir mais qu'il pouvait sentir. Les murs à simple couche de bûches offraient une isolation minimale. La chaleur de la cheminée montait tout droit et s'échappait par le toit. La porte, faite de planches grossièrement coupées, avait rétréci sous l'effet du froid sec, créant un espace au bas qui laissait entrer un flux constant d'air glacial. Le froid se propageait à travers les bûches elles-mêmes, comme si le bois transmettait directement la température extérieure à l'intérieur de la maison. À la mi-janvier, ils avaient brûlé les 2 tiers de leur réserve de bois pour l'hiver. Mathias commença à brûler des meubles. La table fut la première, puis les chaises, puis le cadre du lit. Ils dormaient par terre près de la cheminée, blottis les uns contre les autres, sous tous les morceaux de tissu qu'ils possédaient. Anna développa une toux qui ne s'arrêtait plus. Hans se plaignait d'avoir mal aux pieds, premier signe d'engelure que Mathias tentait désespérément de soigner en réchauffant les pieds du garçon contre sa propre poitrine. Le 23 janvier, la température descendit à 46 degrés. Anna est morte cette nuit-là. Ses poumons ont fini par lâcher à force de respirer un air si froid qu'il brûlait. Hans est mort 2 jours plus tard. Mathias a tenu son fils dans ses bras et a senti son petit corps se refroidir. Il a senti la vie le quitter et quelque chose en lui s'est brisé, qui n'avait rien à voir avec le chagrin. C'était de la rage contre sa propre incompétence, contre la cabane qui n'avait pas réussi à les protéger, contre les méthodes de construction que tout le monde acceptait comme adéquates, mais qui étaient fondamentalement insuffisantes. Il avait suivi toutes les règles de construction frontalière. Il avait construit exactement comme ses voisins, comme son père le lui avait appris, comme tous les colons, et sa famille était morte de froid à l'intérieur de 4 murs et d'un toit qui était censé les protéger. La cabane avait échoué. La construction traditionnelle avait échoué, et Mias, assis seul dans cet espace glacial, avec 2 corps à enterrer, prit une décision qui semblerait folle à tous ceux qui le connaissaient. Il ne ferait plus jamais confiance à une cabane en bois. Le printemps arriva tardivement en 1855. La neige fondit lentement, révélant un paysage qui semblait épuisé par les assauts de l'hiver. Mathias enterra Anna et Hans sur une colline surplombant la colonie, marquant leur tombe avec des croix en bois qu'il avait sculptées pendant les semaines engourdies qui suivirent leur mort. D'autres colons assistèrent à l'enterrement,
offrant des condoléances qui semblaient creuses. Ils n'avaient perdu personne. Leur famille avait survécu, dans le froid et la misère peut-être, mais vivante. Mathias retourna à sa cabane et ne put y entrer. L'espace où sa famille était morte lui semblait contaminé par l'échec. Il dormit dehors, sous une toile pendant 2 semaines, même si les températures restaient proches de zéro. Les voisins pensaient que le chagrin lui avait fait perdre la raison. Le pasteur Henrik Vogel lui rendit visite pour lui parler de la volonté de Dieu et de l'importance de l'acceptation. Mathias écouta poliment sans rien dire. La cabane du pasteur avait également été glaciale cet hiver-là. Sa théologie n'offrait aucune solution pratique. Ce qui avait commencé comme un deuil se transforma en quelque chose d'autre, une obsession. Mathias se mit à parcourir la colonie, examinant chaque cabane avec une intensité qui mettait les gens mal à l'aise. Il inspectait les joints des angles, notant comment les rondins s'étaient tassés et séparés. Il appuyait sa main contre les murs, sentant le froid rayonner à travers le bois qui était censé isoler. Il mesurait les interstices avec ses doigts, trouvant des ouvertures qui semblaient petites, mais qui créaient des passages par lesquels la chaleur s'échappait. Il parlait à chaque famille de leur expérience de l'hiver. William Thornton, dont la cabane était considérée comme l'une des mieux construites du village, a admis qu'ils avaient brûlé tous leurs meubles et qu'ils avaient presque épuisé leurs réserves de bois de chauffage en février. La famille Garrett avait décidé à tour de rôle qui dormirait le plus près du feu, car il n'y avait pas assez de chaleur pour tout le monde en même temps. Le vieux Tom Bridgewater, un ancien mineur d'argent allemand, est mentionné que même à des températures négatives, les tunnels de la mine maintenaient des températures relativement constantes. Cette remarque a interpellé Mathias. Il a demandé à Tom de la répéter. Tom expliqua qu'une fois descendu à une certaine profondeur, les mines restaient à la même température toute l'année. Fraîches en été, chaudes en hiver. La terre elle-même régulait la température. La roche emmagasinait la chaleur et la libérait lentement. Mathias avait brièvement travaillé dans des mines de charbon avant de partir vers l'ouest. Il se souvenait de ce phénomène, mais n'avait jamais envisagé ses implications pour les abris. Il commença à rechercher tout ce qu'il pouvait trouver sur les structures souterraines. La colonie disposait de peu de livres, mais le géomètre territorial possédait un ouvrage sur la géologie qui mentionnait les propriétés du calcaire, sa masse thermique élevée, sa bonne rétention de la chaleur et sa régulation stable de la température. Mathias emprunta le livre et le lut jusqu'à pouvoir en réciter des passages de mémoire. Une tendance se dessina dans son esprit. Les cabanes en bois échouaient parce que le bois était une mauvaise masse thermique. Il se réchauffait rapidement et se refroidissait rapidement. Les rondins transmettaient les températures extérieures à l'intérieur. Les interstices étaient inévitables, car le bois séchait et se tassait. Même une construction parfaite créait une coque qui menait un combat perdu d'avance contre le froid extrême. Mais la roche solide reliée à la terre, maintenait des températures stables, quelles que soient les conditions de surface. La roche absorbait lentement la chaleur et la libérait au fil des heures. La roche ne rétrécissait pas, ne se fissurait pas et ne créait pas de fissures. L'idée qui se formait dans l'esprit de Mathias était radicale. Il avait besoin d'un abri qui ne soit pas seulement construit à partir des matériaux de la terre, mais qui soit intégré à la terre elle-même. Mathias passa le mois d'avril à faire des petits boulots dans la colonie, gagnant suffisamment d'argent pour acheter les outils et les fournitures qu'il ne pouvait pas fabriquer lui-même. Il répara des clôtures, fendit du bois de chauffage pour les familles qui avaient épuisé leurs réserves et aida Samuel Garrett à construire un hangar. Les gens étaient gentils avec lui, avec la délicatesse dont font preuve les communautés envers ceux qui ont été touchés par une tragédie. Ils lui donnaient du travail, mais n'attendaient pas de conversation. Mathias préférait qu'il en soit ainsi. Son esprit était ailleurs. Pendant les longues soirées solitaires, il reconstituait ses souvenirs de ses jours de mineur en Pennsylvanie. Il avait 17 ans et travaillait dans les mines de charbon anthracite pour gagner l'argent nécessaire à son voyage vers l'Ouest. Le travail était brutal et dangereux, mais les mines lui avaient appris des choses sur la terre et la roche qu'il n'avait pas appréciées à l'époque. Aujourd'hui, ses souvenirs étaient devenus de précieuses connaissances techniques. Il se souvenait des matins d'hiver où la température à la surface était glaciale. Les mineurs descendaient les échelles dans l'obscurité et en quelques minutes, ils retiraient leurs lourds manteaux. À 18 mètres sous terre, la température restait constante et environ 12 degrés, que la température à la surface soit de 0 degrés C ou de 26 degrés.
En été, les mineurs appréciaient la fraîcheur. En hiver, ils travaillaient dans un confort relatif tandis que les gens à la surface grelottaient de froid. Les puits plus profondes maintenaient des températures encore plus stables à 30 mètres. Les variations saisonnières disparaissaient complètement. Les roches entourant les tunnels absorbaient et retenaient la chaleur du noyau terrestre, créant un environnement que les structures humaines en surface ne pourraient jamais atteindre. Mathias se souvenait avoir demandé à un mineur plus âgé pourquoi il ne vivait pas simplement sous terre. Le mineur avait ri et répondu que les hommes n'étaient pas des taupes, que Dieu avait créé la lumière du jour pour une raison. Mais si ce mineur s'était trompé, et si la solution pour survivre dans cette région pionnière n'était pas de construire de meilleures cabanes en bois, mais d'intégrer les abris à la stabilité géologique déjà existante, Mathias ne pensait pas à vivre dans l'obscurité. Il pensait à utiliser la roche comme un ou deux murs, ou comme toute la partie arrière d'une structure. Laisser la pierre faire ce que le bois ne pouvait pas faire. Maintenir la température, résister au vent, éliminer les interstices et les fissures qui avaient tué sa famille. Il se souvenait d'autres détails. Les parois rocheuses qui sointaient de l'humidité lorsque la température changeait. Les problèmes de ventilation dans les espaces clos. Le comportement de la fumée dans les tunnels par rapport à l'air libre. Ce n'étaient pas des problèmes insignifiants, mais ils pouvaient être résolus. L'humidité pouvait être gérée grâce à un drainage et une circulation d'air appropriée. La ventilation pouvait être assurée à l'aide de fissures naturelles ou de cheminées construites. Chaque défi avait une solution à condition de comprendre les principes en jeu. Tom Bridgewater confirma la réflexion de Mathias lorsqu'ils discutaient en début mai. Tom avait travaillé dans des mines d'argent en Allemagne pendant 12 ans avant d'émigrer. Il comprenait la roche mieux que quiconque dans la colonie. Lorsque Mathias lui décrivit son idée, celle de construire une cabane partiellement dans ou contre une formation rocheuse, Tom acquiesça lentement. La physique était solide. Le calcaire, en particulier, avait d'excellentes propriétés de masse thermique. Le défi serait de trouver la bonne formation géologique et de concevoir correctement l'intégration. Tom l'a mis en garde contre autre chose. La colonie le prendrait pour un fou. La culture pionnière valorisait l'indépendance et l'autosuffisance, mais elle valorisait également la conformité aux méthodes éprouvées. Construire dans la roche semblerait primitif, archaïque, quelque chose que faisaient les Indiens ou les animaux. Mathias serait la cible de moqueries. Mathias a accepté cette réalité. Les moqueries n'avaient pas tué sa famille. C'était le froid qui l'avait fait. À la mi-mai, Mathias a commencé à explorer le terrain au-delà de la colonie. Il ne cherchait pas du bois, de l'eau ou de bonnes terres agricoles. Il cherchait de la roche, plus précisément des formations calcaires avec des surplombes naturelles ou des alcôves pouvant être intégrées dans la conception d'un abri. Le territoire du Dakota était principalement constitué de prairies, mais des études géologiques indiquaient l'existence de gisements calcaires à des endroits dispersés où les mers anciennes avaient laissé des couches sédimentaires. Il chevaucha vers le nord-est pendant 2 jours, suivant un ruisseau qui traversait un terrain en pente douce. Le 3e jour, il trouva ce qu'il cherchait. Une falaise calcaire s'élevait à 9 mètres au-dessus de la prairie, sa face érodée en couche horizontale. Près de la basse Easteye, l'érosion avait créé une alcôve naturelle, pas tout à fait une grotte, mais un renfoncement distinct où l'avancée s'étendait sur 3,6 mètres au-delà de la paroi rocheuse verticale. L'espace en dessous mesurait environ 4,5 mètres de large et 3 mètres de profondeur, protégé des précipitations directes et du vent. Mathias mit pied à terre et s'approcha lentement, comme si la formation risquait de disparaître s'il bougeait trop vite. Il entra dans la niche et sentit immédiatement la différence de température de l'air. Dehors, l'après-midi de mai était chaud, avec près de 21 degrés. À l'intérieur de la niche, l'air était nettement plus frais, peut-être 15 degrés. Il appuya sa paume contre la paroi rocheuse. Elle était fraîche et sèche, avec une texture légèrement rugueuse. Il passa le reste de la journée à explorer la formation. Le surplomb était solide, sans fissure visible, ni instabilité susceptible de menacer l'effondrement. La paroi rocheuse montrait des siècles d'érosion, mais aucune détérioration récente. Le drainage de l'eau semblait excellent. Le sol à l'intérieur de la niche était sec malgré les récentes pluies printanières.
La niche était orientée vers le sud-est, ce qui lui permettait de bénéficier du soleil matinal tout en étant protégé des vents violents de l'ouest qui dominaient le climat hivernal. Plus important encore, l'emplacement n'était qu'à 3 km du village, suffisamment proche pour être approvisionné, mais suffisamment éloigné pour préserver l'intimité. Une petite source jaillissait des rochers à 50 mètres de là, fournissant une eau fiable. Du bois était disponible à une distance raisonnable. Le site était parfait. Mathias retourna au village et emprunta un thermomètre à mercure au Dr. Wilhelm Stern, le médecin du village. Il dit au médecin qu'il menait une expérience, mais ne donna pas plus d'explications. Le Dr. Stern, qui avait soigné Anna et Hans pendant leurs derniers jours, ne posa aucune question. Il se contenta de lui remettre l'instrument en lui donnant des instructions pour en prendre soin. Mathias retourna dans la grotte calcaire et passa 3 jours entiers à surveiller les températures. Il accrocha le thermomètre à un rocher à l'intérieur de la grotte et le vérifia toutes les 2 heures, notant les relevés dans un petit carnet. Les températures extérieures variaient de 48 degrés la nuit à 72 degrés l'après-midi sous le soleil. À l'intérieur de la grotte, la température restait comprise entre 11 degrés et 12 degrés, soit une variation de seulement 3 degrés par rapport aux 24 degrés enregistrés à l'extérieur. La paroi rocheuse elle-même présentait encore moins de variations. Lorsque Mathias plaçait le thermomètre directement contre la pierre, les relevés ne descendaient jamais en dessous de 11 degrés et ne dépassaient jamais 12 degrés. La masse thermique faisait exactement ce que son expérience dans les mines lui avait appris, à savoir absorber les températures extrêmes et maintenir l'équilibre. Il en avait la preuve. Il devait maintenant construire. Mathias a annoncé son intention lors d'une réunion communautaire dominicale à la fin du mois de mai. La colonie organisait ces réunions tous les mois pour discuter des préoccupations communes, de l'entretien des routes, des questions relatives au bétail et des accords de défense mutuelle. Mathias les avait évités depuis la mort d'Anna, mais il devait informer les gens de ses projets. Il a attendu que les affaires courantes soient terminées, puis s'est levé et a décrit ce qu'il avait l'intention de construire. Une cabane intégrée dans la grotte calcaire qu'il avait découverte à 3 km au nord-est. La paroi rocheuse servirait de mur arrière et fournirait une masse thermique pour réguler la température. Le silence qui suivit son explication dura peut-être 10 secondes. Puis William Thornton éclata de rire. Ce n'était pas vraiment un rire cruel, plutôt de l'incrédulité teintée de pitié. D'autres se joignirent à lui. Des rires nerveux de personnes ne sachant pas comment réagir à ce qui semblait être de la folie. Mathias s'était attendu à cette réaction, mais la vivre était tout de même douloureux. William se leva, toujours en riant. C'était un homme imposant, sûr de ses opinions, habitué à être écouté. Il s'adressa directement à Mathias, mais parla suffisamment fort pour que tout le monde l'entende. Construire dans une grotte, c'était ce que faisaient les animaux. Les ours, les loups, les créatures dépourvues de raison et de civilisation. Un homme, surtout un chrétien, construisait des structures convenables. Les cabanes en bois servaient l'humanité depuis des milliers d'années. Ce que Mathias proposait était une régression, un rejet de la vie civilisée. Samuel Garrett, le charpentier le plus habile de la colonie, souleva des problèmes structurels. Les parois rocheuses n'étaient pas stables. Le surplomb pouvait s'effondrer. L'humidité s'infiltrerait dans le calcaire, pourrissant tout bois qui entrerait en contact avec lui. Le projet était dangereux et voué à l'échec. Il avait vu des parois rocheuses sointer de l'eau. Il avait vu des structures en pierre s'effondrer. Mathias n'avait pas l'expertise nécessaire pour construire en toute sécurité dans des formations géologiques. Le pasteur Vogel aborda la question sous l'angle moral. Dieu avait donné à l'humanité la domination sur la création, ce qui incluait la construction de maisons convenables au-dessus du sol, à la lumière et à l'air libre. Vivre dans une grotte suggérait la honte, la dissimulation, un retrait du monde. Dieu avait créé. Plusieurs femmes exprimèrent leurs inquiétudes quant à la respectabilité. Comment Mathias pourrait-il se remarier, reconstruire une vie de famille? S'il vivait dans une grotte, quelle femme accepterait un tel arrangement? Le message implicite était clair. Son projet le ferait passer pour quelqu'un d'inadapté, d'étrange, d'extérieur à la société normale. Mathias écouta toutes les objections sans interrompre. Lorsque les gens eurent fini de parler, il répondit simplement. Il avait des mesures prouvant que la roche maintenait des températures stables.
Il comprenait la gestion de l'humidité grâce à son expérience dans le domaine minier. Le surplomb était là depuis des siècles et ne montrait aucun signe d'instabilité. Il ne construisait pas une habitation troglodytique, mais intégrait des méthodes de construction éprouvées aux avantages géologiques. Sa décision était définitive. Tom Bridgewater prit la parole en dernier. Il confirma que la compréhension de Mathias de la masse thermique et des propriétés de la roche était correcte. Son expérience dans le domaine minier lui avait apporté une expertise pertinente. La physique était solide. Ce soutien de la part d'une personne respectée pour ses connaissances pratiques apaisa certaines critiques. Mais la plupart des gens restaient en sceptique. La réunion se termina dans une atmosphère inconfortable. Les familles partirent en petits groupes et Mathias entendit des conversations chuchotées. Les mots « homme des cavernes » et « perdu la tête » parvinrent à ses oreilles. Les enfants le regardaient avec curiosité. Il était devenu l'excentrique du village, l'homme dont le chagrin l'avait poussé à faire des choix bizarres. Mathias retourna dans sa vieille cabane, rassembla ses outils et commença à dresser la liste des fournitures nécessaires. Les moqueries n'avaient pas d'importance. Le statut social n'avait pas d'importance. Une seule chose comptait, construire un abri qui ne s'effondrerait jamais comme l'avait fait sa précédente cabane. Tom Bridgewater rendit visite à Mathias 3 jours après la réunion communautaire. Le vieux mineur arriva à l'aube, monté sur une mule et portant une sacoche d'outils. Il se contenta d'un bref salut et demanda simplement à voir la formation calcaire. Ils se rendirent ensemble sur le site et Tom passa 1 heure à examiner la grotte avec une minutie professionnelle. Il testa la stabilité de l'avancée en la frappant avec un marteau, écoutant le son produit par la roche. Un son solide et uniforme indiquait l'intégrité structurelle. Il inspecta la paroi rocheuse à la recherche de fissures, passant ses doigts le long des couches horizontales. Il vérifia le drainage de l'eau, notant que le sol s'éloignait en pente douce de la grotte. Il étudia l'angle des surplombs, estimant le degré de protection qu'ils offraient contre des précipitations et le vent. Finalement, il se tourna vers Mathias et hocha la tête. La formation était solide. Un calcaire aussi épais et bien stratifié tiendrait encore 1000 ans. L'avancée ne présentait aucune fracture de contrainte ni aucune instabilité. Le site était idéal pour ce que Mathias avait en tête. Ils s'assirent à l'ombre de la niche et Tom partagea les connaissances qu'il avait accumulées au cours de décennies de travail sous terre. La masse thermique était le principe clé. La roche absorbait lentement la chaleur en raison de sa densité et de sa structure moléculaire. Une fois réchauffée, elle libérait cette chaleur progressivement pendant de nombreuses heures. Un feu brûlant pendant 2 heures pouvait réchauffer le calcaire suffisamment pour qu'il diffuse de la chaleur pendant 8 à 10 heures après. La température du sol offrait un avantage supplémentaire. En dessous de la ligne de gel, la Terre maintenait une température constante toute l'année, environ 50 à 55 degrés dans cette région. La formation calcaire s'étendait profondément sous terre, se connectant à cette source de température stable. Même pendant l'hiver le plus froid, la paroi rocheuse à l'intérieur de la niche ne descendait jamais en dessous de 5 degrés. Tom expliqua la gestion de l'humidité. Le calcaire pouvait sointer de l'eau lorsque les différences de température créaient de la condensation. La solution consistait à assurer la circulation de l'air et à laisser un petit espace entre la paroi rocheuse et tout mur intérieur. Mathias devait construire la paroi avant de sa cabane à 15 cm de la roche afin de permettre à l'air de circuler derrière. Cet espace empêcherait l'accumulation d'humidité et permettrait à la roche de respirer. La ventilation nécessitait une planification minutieuse. La fumée et le dioxyde de carbone étaient plus lourds que l'air chaud. Dans un espace clos, ils s'accumulaient au sol. Mathias avait besoin d'une cheminée créant un fort courant d'air, aspirant l'air vicié tout en faisant entrer de l'air frais par des ouvertures contrôlées. Tom suggéra d'examiner la paroi rocheuse à la recherche de fissures naturelles pouvant servir de canaux de ventilation. Ils discutèrent de l'ancrage structurel. Il était possible de percer le calcaire, mais cela demandait beaucoup de travail. Il fallait des ciseaux en fer et de la patience. Chaque point d'ancrage prendrait des heures à créer. Tom recommanda de creuser des trous profonds d'au moins 20 cm et d'utiliser des chevilles en fer fixées dans du mortier. Les chevilles fixeraient le bois à la pierre, et pierre, créant des points de connexion rigides qui ne pourraient ni bouger ni se séparer. Tom mit en garde contre un dernier défi, l'isolement social.
La colonie avait jugé le projet de Mathias insensé. Même si la cabane était un succès brillant, les gens mettraient du temps à reconnaître qu'ils avaient tort. Mathias risquait de passer des années à être considéré comme étrange avant que quiconque ne reconnaisse la légitimité de son innovation. Mathias accepta cette réalité. Il posa à Tom une question directe basée sur tout ce que Tom savait sur l'exploitation minière, la géologie et la construction. Cette cabane fonctionnerait-elle? Maintiendrait-elle des températures stables dans le froid extrême? Tom réfléchit sérieusement à la question avant de répondre. Oui, la physique était indéniable. Une structure construite dans cette alcôve calcaire, correctement ventilée et dont l'humidité serait gérée, serait plus performante que n'importe quelle cabane en bois de la colonie. Elle nécessiterait moins de bois de chauffage, maintiendrait des températures plus stables et offrirait une protection supérieure contre les éléments. La conception était révolutionnaire précisément parce qu'elle abandonnait les hypothèses que tout le monde acceptait sans les remettre en question. Mathias commença la construction le 1er jour de juin 1855. Il transporta ses fournitures sur le site calcaire, outils, toiles pour un abri temporaire, provisions alimentaires et matériaux qu'il avait achetés dans la colonie. Les ciseaux en fer lui coûtèrent près d'1 mois de salaire économisé. Le marteau était le sien, qu'il avait apporté de Pennsylvanie. Il acheta 20 chevilles en fer au forgeron, chacune mesurant 35 cm de long et 25 cm d'épaisseur, forgées spécialement pour son projet. La première tâche consistait à percer des points d'ancrage dans le calcaire. C'était la base de tout. Sans une fixation solide à la roche, toute la structure s'effondrerait. Mathias marqua les emplacements où il avait besoin d'ancrage. 8 points le long du mur arrière, là où les extrémités des rondins rencontreraient la pierre. 6 points sur le mur latéral gauche, là où le contour naturel de la niche nécessitait un soutien supplémentaire. Chaque marque représentait des heures de travail acharné à venir. Il commença par le premier point d'ancrage à l'aube. Le processus était simple mais épuisant. Il fallait maintenir le burin en fer contre le calcaire à l'endroit marqué. Le frapper avec la masse. Des éclats de roche s'envolaient. Il fallait frapper encore et encore. Après 50 coups, il avait créé une dépression peu profonde d'environ 1 cm. Après 200 coups, le trou atteignait 5 cm. Après 500 coups, ses bras brûlaient de fatigue et le trou avait une profondeur de 6 cm. Il avait besoin d'une profondeur de 25 cm pour un ancrage sûr. Cela nécessitait environ 1000 coupes par trou. 14 trous au total signifiait 4000 coupes de marteau. Mathias travailla toute la matinée, faisant des pauses lorsque ses mains étaient crispées ou que sa vision se brouillait à cause de l'effort. À midi, il avait terminé un trou à sa profondeur maximale. Il en restait 13. Le travail a trouvé son propre rythme au cours des jours suivants. Réveil à l'aube, petit déjeuner froid, début du martelage. Le son résonnait sur la paroi rocheuse. Des sonneries métalliques aiguës étaient suivies par l'impact plus sourd du fer contre la pierre. Ses mains se sont couvertes de callosités, puis d'ampoules sous les callosités. Ses épaules lui faisaient constamment mal, mais les trous devenaient plus profonds. Il a terminé le 2e trou le 3e jour, les 3e et 4e trous les 5e et 7e jours. Il apprenait à être efficace, inclinant le burin pour maximiser l'enlèvement de roches, sachant quand changer de burin lorsque le tranchant s'émoussait, comprenant comment le calcaire se fracturait le long de sa structure en couches. À la 2e semaine, il pouvait terminer un trou en une seule longue journée de travail. Tom Bridgewater était venu le visiter le 12e jour. Il inspecta les trous d'ancrage terminés, mesurant leur profondeur à l'aide d'un bâton marqué et vérifiant la régularité des parois. Il approuva d'un signe de tête. Les trous étaient de taille et de position appropriées. Mathias faisait le travail correctement, même si c'était lentement. Tom proposa son aide, mais Mathias refusa. C'était son projet, sa solution, sa rédemption. À la fin du mois de juin, les 14 trous d'ancrage étaient terminés. Les mains de Mathias étaient couvertes de cicatrices et définitivement rugueuses. Il avait perdu du poids à cause de l'effort physique, mais il avait foré des points d'ancrage dans le calcaire solide, des ancrages qui maintiendraient sa structure contre toute force que la nature pourrait exercer. Le plus dur était fait. Il pouvait maintenant construire. Une fois les pointes d'ancrage terminées, Mathias a commencé à concevoir la structure réelle de la cabane.
Il ne s'agissait pas d'une construction standard. Il ne pouvait pas se contenter de suivre les méthodes conventionnelles. L'intégration du bois et de la pierre nécessitait une planification minutieuse pour relever des défis auxquels les cabanes traditionnelles n'étaient jamais confrontées. Il passa 3 jours à dessiner des plans dans son carnet, à calculer les dimensions et à résoudre les problèmes avant de couper un seul tronc. La cabane mesurerait 3 à 6 mètres de large et 4,2 mètres de profondeur. La niche en calcaire constituerait le mur arrière et environ 2,4 mètres du mur latéral gauche. Mathias n'avait plus qu'à construire le mur avant. Le mur latéral droit et 1,8 mètres du mur latéral gauche, là où la roche ne s'étendait pas. Le toit s'étendrait du mur avant jusqu'à l'endroit où il rejoignait l'avancée de calcaire, créant ainsi une transition harmonieuse entre la construction humaine et l'abri naturel. L'élément essentiel de la conception était l'espace de 15 cm recommandé par Tom. Mathias prévoyait de construire ces murs en rondins à 15 cm de la paroi rocheuse partout où ils étaient parallèles à la pierre. Cela créait un canal d'air qui empêcherait l'accumulation d'humidité et permettrait au calcaire de diffuser la chaleur dans l'espace de vie sans contact direct avec le bois. Cet espace nécessitait une ingénierie minutieuse. Il fallait ancrer les rondins à la pierre tout en maintenant la séparation. La solution consistait à utiliser des goupilles en fer comme ancrage d'écartement. Chaque goupille serait fixée dans du mortier à l'intérieur des trous percés à 15 cm de la paroi rocheuse. Les extrémités des rondins seraient entaillées pour accueillir les goupilles, créant ainsi une fixation sûre tout en maintenant l'espace nécessaire. Des entretoises entre les murs indépendants et les sections fixées par des goupilles apporteraient une stabilité supplémentaire. La ventilation constituait le défi suivant. Mathias découvrit une fissure naturelle dans le calcaire qui s'étendait vers le haut à travers le surplomb. Elle était étroite, seulement 10 cm de large, mais elle créait un effet de cheminée naturelle. Il pouvait construire sa cheminée contre la paroi rocheuse juste en dessous. Cette fissure permettait à la fumée de s'échapper par le canal naturel. Cela éliminait la nécessité de construire une cheminée séparée et permettait de profiter de l'excellent tirage créé naturellement par les formations géologiques. La porte serait orientée vers le sud-est afin de capter le soleil du matin. Cette orientation permettrait à la lumière du soleil de pénétrer profondément dans la cabane pendant les mois d'hiver, lorsque l'angle du soleil est faible. La chaleur du soleil direct serait absorbée par la paroi arrière en calcaire, renforçant ainsi l'effet de masse thermique. En été, lorsque le soleil serait plus haut, l'avancée ferait de l'ombre à l'entrée, empêchant ainsi une accumulation excessive de chaleur. Pour la fenêtre, Mathias prévoyait une seule ouverture dans la paroi avant, suffisamment haute pour empêcher des courants d'air direct, mais suffisamment basse pour fournir une lumière utile. Il utiliserait du verre véritable s'il en avait les moyens, ou une toile huilée tendue sur un cadre si nécessaire. La fenêtre serait équipée de volets intérieurs, des panneaux de bois épais qui pourraient fermer complètement l'ouverture en cas de froid extrême. La conception du toit nécessitait une réflexion particulièrement minutieuse. Il fallait assurer la transition entre la partie avant construite et l'endroit où elle rejoignait l'avant-toit en calcaire. Mathias prévoyait une pente douce à l'aide de poteaux posés en travers de la paroi avant jusqu'à la roche, recouverts de planches fendues, puis d'écorce et enfin de gazon. Les multiples couches assureraient l'isolation et l'étanchéité. À l'endroit où le toit rejoignait l'avancée, il créerait un léger chevauchement, permettant à l'eau qui coulait le long de la paroi rocheuse de passer par-dessus le toit plutôt que de s'infiltrer en dessous. Mathias commença à couper des rondins au début du mois de juillet. Il travailla seul, abattant des pins qu'il avait sélectionnés pour leur rectitude et leur diamètre uniforme. Il fallait 1 heure pour abattre chaque arbre, les brancher et le couper en morceaux de 12 mètres de long. Il avait besoin d'environ 30 rondins pour les murs qu'il construisait. Le mur avant comporterait 8 rondins de haut, le mur latéral droit 8 rondins de haut, et le mur gauche partiel en nécessitait moins, car la roche fournissait une grande partie de ce côté. Il transporta les rondins jusqu'au site à l'aide d'un cheval qu'il emprunta à Tom Bridgewater. Le vieux mineur ne lui demanda aucun paiement, lui demandant simplement de lui rendre l'animal une fois la construction terminée. C'était une gentillesse discrète que Mathias appréciait plus qu'une aide élaborée. Il travaillait sans avoir à s'expliquer ni à justifier ses méthodes. La préparation des rondins prit 2 semaines.
Chaque rondin devait être écorcé pour éviter les dommages causés par les insectes et la pourriture. Mathias utilisa un couteau à écorcer, retirant l'écorce et les longues feuilles enroulées qu'il empila à l'extérieur de la niche. Le bois exposé en dessous était pâle et lisse et dégageait une odeur de résine de pin. Il façonna les extrémités des rondins qui seraient en contact avec les broches en fer, en coupant des encoches qui s'emboîteraient sur les ancrages saillants. Ce travail exigeait de la précision. Des encoches trop grandes créeraient des espaces. Des encoches trop petites empêcheraient un bon ajustement. Il mélangea du mortier à partir d'argile provenant de la rive du ruisseau, de sable et de chaux qu'il avait acheté dans le village. Le mélange devait être suffisamment épais pour maintenir solidement la cheville en fer, mais pas trop épais pour ne pas se fissurer en séchant. Il remplit chaque trou percé à moitié avec du mortier, enfonça une cheville en fer, puis ajouta davantage de mortier autour. Les chevilles avaient besoin de 3 jours pour prendre avant qu'il puisse fixer les rondins. Pendant que le mortier séchait, Mathias prépara les fondations de ses murs indépendants. Il creusa une tranchée peu profonde et la remplit de pierres, créant ainsi une base plane. Cela empêcherait les rondins de reposer directement sur le sol, où l'humidité pourrait les faire pourrir. Les fondations étaient simples mais essentielles. Même une structure partiellement soutenue par de la roche solide avait besoin d'un support adéquat là où elle était indépendante. Le premier rondin du mur a été posé le 23 juillet. Mathias a soulevé le rondin préparé, a aligné les encoches avec les broches en fer saillantes et l'a glissé en place. L'ajustement était serré. Il a dû taper sur le rondin avec un maillet pour le mettre en place. Mais une fois positionné, le rondin était parfaitement stable. Il pouvait pousser dessus de toutes ses forces, il ne bougeait pas d'un pouce. Le système de goupilles et d'encoches fonctionnait exactement comme prévu. Il a construit lentement, ajoutant 1 ou 2 rondins par jour. Chaque rondin devait être ajusté avec soin, et il comblait les interstices avec le mélange d'argile au fur et à mesure. Les murs s'élevaient progressivement, atteignant 60 cm de haut début août, puis 1,20 à la mi-août. La structure commençait à prendre une forme reconnaissable. De loin, un observateur aurait vu un étrange hybride, des murs en bois émergeant de la roche solide, comme si la pierre donnait naissance à une cabane. À la mi-août, la structure de base de la cabane était suffisamment visible pour que des colons curieux commencent à venir voir les progrès de Mathias. Ils venaient en petits groupes, William Thornton et Samuel Garrett. Un après-midi, plusieurs familles avec des enfants un dimanche. Le pasteur Vogel avec 2 anciens de l'Église un jeudi matin. Ils gardaient une distance polie, observant à une trentaine de mètres, parlant d'une voix qui portait clairement jusqu'à l'endroit où Mathias travaillait. Les commentaires suivaient des schémas prévisibles, des observations sur l'aspect étrange de la structure, à moitié émergeant de la roche, comme quelque chose d'artificiel. Des questions sur le risque d'effondrement de l'avant-toit en cas de forte chute de neige. Des spéculations sur l'humidité, l'obscurité et l'échec inévitable d'une conception aussi peu conventionnelle. Le ton était rarement ouvertement cruel, mais le message sous-jacent était cohérent. Mathias perdait son temps et ses efforts dans un projet insensé. William Thornton a commencé à l'appeler la grotte dans les conversations du village. Le nom s'est rapidement répandu, toujours prononcé avec une légère emphase qui indiquait clairement que le terme était moqueur plutôt que descriptif. Les enfants ont repris l'expression de leurs parents. En quelques semaines, les enfants du village se mettaient au défi de s'approcher de la maison du fou des cavernes et de s'enfuir avant d'être vus. Mathias entendit des propos désobligeants à son égard dans le magasin général du village lorsqu'il vint acheter des clous. 2 femmes qu'il ne connaissait pas bien discutaient près du rayon tissu, sans se rendre compte qu'il était entré. L'une d'elles mentionna le pauvre Mathias Keller, qui avait perdu sa famille et maintenant la raison. L'autre acquiesça, trouvant tragique que le chagrin puisse briser l'esprit d'un homme de Polynémar. Elle parlait avec une sympathie sincère, ce qui, d'une certaine manière, était pire que des moqueries ouvertes. Elle le ridiculisait. Samuel Garrett exprima son opinion de manière plus directe. Il s'arrêta sur le chantier à la fin du mois d'août, officiellement pour voir l'avancement des travaux, mais en réalité pour donner son avis professionnel. Il examina les assemblages entre les rondins et les pierres, l'espace de 15 cm derrière les murs, le système de ventilation utilisant la fissure naturelle. Sa conclusion fut prononcée avec la certitude d'un expert.
La structure allait s'effondrer. L'humidité allait s'accumuler dans l'espace et faire pourrir les rondins par derrière. La roche allait sointer de l'eau en permanence. La cheminée naturelle ne fonctionnerait pas correctement. L'ensemble serait inhabitable dans moins d'un an. Au début du mois de septembre, le pasteur Vogel a prononcé un sermon sur l'importance de construire dans la lumière de Dieu plutôt que de se cacher dans l'obscurité. Il n'a jamais mentionné Matthias par son nom, mais tout le monde a compris à qui il faisait référence. Le sermon citait les Écritures sur les hommes sages qui construisent leur maison sur le roc et les hommes insensés qui les construisent sur le sable. Bien que le pasteur ait interprété le roc comme signifiant un sol solide et non des murs de pierre, le message était clair. Les bons chrétiens construisaient de bonnes maisons. Matthias cessa d'assister aux réunions du village. Il faisait rapidement ses courses, ne parlant que lorsque cela était nécessaire pour ses achats, puis retournait immédiatement à son travail. Son isolement était délibéré. Il n'avait rien à prouver à des gens qui avaient déjà jugé son projet comme un échec. Leurs opinions n'avaient aucune importance. La physique de la masse thermique se moquait bien du consensus communautaire. Il travailla jusqu'à la fin de l'été et la cabane prit sa forme définitive. Une petite structure entourée de calcaire, étrange et solitaire, exactement comme il l'avait voulu. Le 28 septembre, Mathias acheva le dernier élément essentiel de la construction, la porte. Il l'avait construite à partir de planches de pin épaisses assemblées avec des chevilles en bois et renforcées par des supports en fer achetés chez le forgeron. La porte était lourde, solide, conçue pour s'ajuster parfaitement au cadre qu'il avait installé dans le mur avant. Des charnières intérieures en cuir et en fer lui permettaient de pivoter en douceur. Une barre en bois à l'intérieur assurait la sécurité. Une fois la porte installée et les volets des fenêtres posés, la cabane était à l'abri des intempéries. Le toit avait été achevé 2 semaines plus tôt. Des planches fendues sur des poteaux recouvertes d'écorce de bouleau superposées, puis d'une couche de gazon qui poussait déjà. L'intérieur était rudimentaire mais fonctionnel. Mathias avait construit une plateforme pour dormir contre le mur de droite, une petite table et des étagères pour les provisions. La cheminée était adossée au mur arrière en calcaire, placée directement sous la fissure naturelle qui servait de conduit. Il choisit la fin septembre pour allumer le premier feu, car les températures nocturnes avaient suffisamment baissé pour rendre le chauffage nécessaire, mais n'étaient pas encore assez froides pour qu'un échec de l'expérience soit dangereux. Il voulait tester le système dans des conditions modérées avant l'arrivée de l'hiver. S'il y avait des problèmes, il avait besoin de temps pour les résoudre. Au crépuscule, Mathias disposa du petit bois dans la cheminée, des aiguilles de pain sèche, des petites brindilles, des lambeaux d'écorce de bouleau. Il frappa son silex et son acier, attisa l'étincelle jusqu'à ce qu'elle devienne une flamme, puis ajouta progressivement des morceaux de bois de plus en plus gros. En moins de 15 minutes, il avait un feu modeste qui brûlait régulièrement. La fumée s'élevait par la fissure naturelle de la cheminée, exactement comme il l'avait espéré. Le tirage était excellent. Aucune fumée ne s'accumulait dans la cabane. Il s'assit sur sa plateforme de couchage et surveilla la température à l'aide du thermomètre du Dr. Stern qu'il avait emprunté à nouveau. La température extérieure, au coucher du soleil, était de 48 degrés. À l'intérieur de la cabane, avec le feu qui brûlait, la température augmenta rapidement. 55 degrés après 20 minutes, 60 degrés après 40 minutes, 70 degrés après 1 heure. L'air était agréable, chaud, sans être étouffant. Mais le véritable test concernait le calcaire. Mathias appuya sa paume contre la paroi rocheuse près de la cheminée. Après 30 minutes de feu, la pierre était chaude au toucher. Au bout d'1 heure, elle était nettement brûlante. La masse thermique absorbait la chaleur exactement comme Tom Bridgewater l'avait expliqué. La roche emmagasinait l'énergie qu'elle allait libérer lentement pendant de nombreuses heures. Il a laissé le feu brûler pendant 2 heures, en le maintenant à un niveau modéré, sans flamme rugissante, juste une chaleur constante. Puis il l'a complètement éteint en dispersant les braises et en fermant le registre qu'il avait installé dans l'ouverture de la cheminée. Il voulait voir combien de temps la cabane maintiendrait sa température sans source de chaleur active. Les résultats dépassèrent même ses prévisions optimistes. 1 heure après avoir éteint le feu, la température intérieure n'avait baissé que de 2 degrés pour atteindre 63 degrés. 2 heures plus tard, elle était de 61 degrés. 3 heures plus tard, elle était de 59 degrés. 4 heures plus tard, elle était de 59 degrés. 5 heures plus tard, elle était de 60 degrés. 6 heures plus tard, elle était de 62 degrés. 7 heures plus tard, elle était de 63 degrés. 8 heures plus tard, elle était de 64 degrés. 9 heures plus tard, elle était de 88 degrés.
Le calcaire diffusait régulièrement la chaleur stockée. À minuit, 4 heures après l'extinction du feu, la cabane était toujours à 57 degrés, tandis qu'à l'extérieur, la température était tombée à 42 degrés. En octobre et novembre, Mathias a mené des expériences systématiques pour comprendre exactement comment sa cabane se comportait dans différentes conditions. Il a consigné des notes détaillées dans son carnet: température extérieure, température intérieure, durée du feu, consommation de bois et observation subjective sur le confort. Les données accumulées ont révélé une tendance indéniable. Sa structure hybride surpassait largement les constructions traditionnelles. Au cours d'une matinée typique d'octobre, la température extérieure était comprise entre 38 et 40 degrés. À l'intérieur de la cabane, avant d'allumer le feu, la température était comprise entre 54 et 56 degrés. L'effet de base du calcaire. Un petit feu brûlant pendant 90 minutes élevait la température intérieure à 68 degrés. Ce feu consommait d'environ 3 bûches. Dans une cabane traditionnelle, maintenir une température de 68 degrés pendant la même durée nécessitait 4 à 5 bûches et un feu continu. L'effet de masse thermique devenait plus prononcé à mesure que le temps se refroidissait. À la mi-novembre, les températures extérieures ont chuté à 25 degrés C pendant la nuit. La température intérieure de la cabane n'est jamais descendue en dessous de 52 degrés, même sans feu. La paroi rocheuse, réchauffée par le feu de la veille au soir et reliée à une température stable du sol, a maintenu sa chaleur de base. Mathias pouvait se réveiller le matin, allumer un feu et bénéficier d'une chaleur confortable en moins de 30 minutes. Il a comparé sa consommation de bois à celle dont il se souvenait dans sa cabane précédente. L'hiver dernier, il avait brûlé 6 à 8 bûches par jour juste pour maintenir une température à peine tolérable. Dans sa cabane intégrée à la grotte, il brûlait 4 bûches par jour et maintenait des conditions vraiment confortables. La réduction était d'environ 40% en termes de consommation de bois, tout en obtenant des résultats supérieurs. L'espace de 15 semaines derrière ces murs fonctionnait parfaitement. Il le vérifiait régulièrement pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'accumulation d'humidité et n'en trouvait aucune. L'air circulait naturellement, l'air chaud montant de la cheminée, l'air plus frais descendant, créant une douce convection qui maintenait tout au sec. La face calcaire ne présentait aucune humidité problématique. Parfois, il constatait une légère humidité lors de changements rapides de température, mais celle-ci s'évaporait rapidement et ne s'accumulait jamais suffisamment pour menacer le bois. La cheminée naturelle fonctionnait parfaitement. La fissure calcaire créait un tel tirage que la fumée ne restait jamais dans la cabane. Les jours de vent, lorsque les cheminées traditionnelles avaient souvent des problèmes de courant descendant, celles-ci étaient parfaitement ventilées. La formation géologique faisait exactement ce que des milliers d'années d'érosion l'avaient optimisé pour faire: déplacer l'air efficacement du niveau du sol vers la haute atmosphère. Mathias a commencé à inviter Tom Bridgewater à venir constater les résultats. Le vieux mineur est venu plusieurs fois, apportant son propre thermomètre pour vérifier les mesures. Tom a enregistré les données de manière indépendante et est arrivé aux mêmes conclusions. La cabane maintenait une température intérieure supérieure de 15 à 20 degrés à la température extérieure sans aucun feu et offrait une chaleur confortable avec un minimum de combustible. Les principes physiques dont ils avaient discuté en mai se révélaient tout à fait corrects dans la pratique. À la fin du mois de novembre, Mathias était convaincu que sa cabane résisterait à tout ce que l'hiver lui réservait. Il avait stocké du bois de chauffage, pas la quantité énorme requise par les cabanes traditionnelles, mais suffisamment pour son système efficace. Il avait des réserves de nourriture, des vêtements d'hiver et des outils. Plus important encore, il disposait d'un abri qui fonctionnait avec la nature plutôt que contre elle. À l'approche des premiers froids importants, il était prêt. Le mois de décembre de commencer avec des températures normales pour le territoire du Dakota. Il faisait froid, mais supportable, avec des températures comprises entre 15 et 25 degrés pendant la journée et descendant à zéro ou légèrement en dessous pendant la nuit. Mathias a maintenu sa routine confortable. Un feu le soir, un autre petit le matin et le calcaire faisant l'essentiel du travail thermique. Il utilisait 3 à 4 bûches par jour et n'avait jamais froid. La colonie, située à 3 km, fonctionnait différemment. De la fumée s'élevait constamment de chaque cheminée. Les familles brûlaient du bois de l'aube jusqu'à tard dans la nuit, luttant pour maintenir des températures supportables.
Mathias voyait parfois des gens transporter du bois sur des traîneaux pour réapprovisionner les réserves épuisées. Il reconnaissait ce schéma pour l'avoir vécu lors de ses hivers précédents. L'angoisse constante de savoir si les réserves tiendraient jusqu'au printemps. Le 18 décembre, le temps a changé. Un front est arrivé du nord-ouest, apportant le genre de froid qui avait tué Anna et Hans. La température a chuté de 20 degrés pendant la nuit. Le matin du 19, il faisait 15 degrés. L'après-midi, 22 degrés. À l'aube suivante, 30 degrés. Le froid s'est installé et est resté. Une présence oppressante qui rendait la respiration douloureuse et exposait la peau à un danger. Mathias observait les relevés de son thermomètre avec un intérêt scientifique plutôt qu'avec crainte. À l'extérieur, il faisait 30 degrés, tandis qu'à l'intérieur de sa cabane sans feu, il faisait 53 degrés. Il alluma son feu matinal, brûla 4 bûches en 2 heures et la température intérieure atteignit 67 degrés. Il éteignit le feu et vaqua à ses occupations quotidiennes, lire, réparer son équipement, préparer à manger. Le soir, la température était tombée à 58 degrés. Il alluma un autre feu, réchauffa la pièce à 66 degrés et dormit confortablement sous 2 couvertures. Sa consommation de bois resta inchangée malgré le froid extrême, 4 bûches par jour. Le calcaire se comportait exactement comme le prévoyait la physique de la masse thermique, absorbant la chaleur de ses feux et la rayonnant de manière constante, quelle que soit la température extérieure. La roche se moquait bien des 30 degrés par le son. Sa masse et sa connexion au sol maintenaient une chaleur de base qui ne nécessitait qu'un apport modeste. Le froid s'intensifia tout au long de la semaine. 35 degrés le 21 décembre, 40 degrés le 4 décembre. Mathias célébra Noël seul dans sa cabane à 65 degrés, mangeant un ragoût de chevreuil et lisant à la lueur du feu. Il envisagea brièvement d'assister aux offices de Noël du village, mais y renonça. Marcher 3 kilomètres par 40 degrés lui semblait inutilement dangereux. Le mois de janvier n'apporta aucun répit. La température resta constamment en dessous de zéro. La plupart des jours, elle oscillait entre 20 et 30 degrés. Plusieurs nuits, elle descendait jusqu'à 45 degrés. C'était la période de froid la plus longue dont se souvenaient les habitants de la colonie. Les anciens la comparèrent à l'hiver 1836, année où le Mississippi avait gelé suffisamment pour permettre le passage des chariots. Dans la colonie, la crise s'aggravait. Les familles brûlaient leurs réserves de bois à un rythme catastrophique. La famille Garrett avait épuisé son stock principal dès le 10 janvier et avait commencé à brûler des traverses de clôture. William Thornton puisait dans les réserves qu'il avait prévues pour tenir jusqu'en février. Plusieurs familles avaient déjà brûlé leurs meubles, télés, chaises, tout ce qui était combustible. Les enfants dormaient vêtus de manteaux et de mitaines. Les gelures étaient une monnaie courante. Mathias restait confortablement installé dans sa cabane intégrée à une grotte, utilisant les 4 mêmes bûches chaque jour, sans se douter que son innovation allait devenir un refuge pour ses voisins désespérés. À la fin du mois de janvier, la colonie était confrontée à une véritable crise de survie. 3 semaines consécutives de température inférieure à 20 degrés avaient épuisé les réserves de bois qui étaient censées durer jusqu'en avril. Les familles s'étaient préparées à un hiver rigoureux, mais pas à ces conditions arctiques persistantes qui rendaient chaque cabane à peine fonctionnelle et consommaient du combustible à un rythme insoutenable. La situation de la famille Garrett est devenue critique en premier. Samuel avait coupé et empilé 8 cordes de bois l'automne précédent, convaincu que cela suffirait. Le 20 janvier, 6 cordes avaient déjà été utilisées. Selon ses calculs, les réserves restantes dureraient peut-être 3 semaines supplémentaires si le froid persistait. Après cela, ils n'auraient plus rien à brûler, à part les éléments structurels de leur propre cabane. Sa femme Sarah suggéra de déménager la famille chez un autre ménage afin de regrouper le chauffage, mais toutes les familles étaient confrontées à des pénuries similaires. William Thornton, qui avait le plus ouvertement raillé Mathias, s'en sortait légèrement mieux, uniquement parce que sa cabane était plus récente et mieux construite. Mais même lui brûlait 5 fois plus de combustible que prévu. Sa réserve de bois, qui aurait dû durer jusqu'en mars, serait épuisée début février. Il passait toutes ses journées à couper du bois supplémentaire,
à transporter des arbres morts depuis des endroits de plus en plus éloignés, essayant désespérément de devancer la consommation. De la glace se formait sur les murs intérieurs de la plupart des cabanes. Les familles se réveillaient pour trouver leur seau d'eau gelée malgré leur proximité avec les cheminées. La condensation provenant de la respiration gelait sur les murs des cabanes pendant la nuit, créant des couches de givre qui ne fondaient pas, même avec les feux allumés. Les enfants développaient une toux persistante à cause de l'air si froid qu'il irritait leurs poumons. Plusieurs résidents âgés montraient des signes d'hypothermie même lorsqu'ils étaient assis près du feu. La mère âgée du pasteur Vogel, qui vivait avec lui et sa famille, tomba gravement malade. La femme de 82 ans ne parvenait pas à maintenir sa température corporelle malgré toutes les couvertures dont disposait le foyer et même assise directement à côté de la cheminée. Ses mains et ses pieds étaient constamment engourdis. Elle cessa de manger, n'ayant plus la force de marcher. Le pasteur craignait qu'elle ne survive pas à une nouvelle semaine de froid. Ironiquement, la conservation des aliments est devenue plus facile. Tout ce qui était laissé à l'extérieur gelait en quelques minutes. Mais la cuisine est devenue problématique. Il fallait entretenir constamment le feu pour se chauffer, ce qui ne laissait que peu de combustible pour cuisiner. Les familles mangent des repas froids ou à peine réchauffés, conservant chaque morceau de bois pour maintenir la température plutôt que pour préparer des repas. La structure sociale du village a commencé à montrer des signes de tension. Les familles qui avaient du bois en surplus étaient sollicitées par celles qui en manquaient. Certaines partageaient généreusement, d'autres refusaient, protégeant leurs propres réserves. Des disputes éclataient au sujet d'outils empruntés et non rendus, de dettes antérieures, de vieux griefs soudainement rendus pressants par des circonstances mettant leur vie en danger. La crise révéla à la fois le meilleur et le pire de la dynamique communautaire à la frontière. Les enfants cessèrent de jouer dehors. Le froid était trop dangereux pour les activités non surveillées qui les occupaient normalement. Confinés à l'intérieur de cabanes glaciales, ils devinrent irritables et agités. Les parents, épuisés par le transport constant de bois et l'entretien du feu, avaient peu de patience. Les foyers qui fonctionnaient normalement bien sont devenus des réceptacles de stress et de peur. Au milieu de tout cela, des voyageurs de passage apportaient des nouvelles. Le froid s'étendait à tout le territoire du Nord. Il ne s'agissait pas d'un phénomène météorologique localisé, mais d'un phénomène régional. Aucun soulagement n'était prévu dans l'immédiat. Tout le monde devait simplement endurer jusqu'à ce que le froid cesse, quel que soit le temps que cela prendrait. Pour la colonie, cela signifiait accepter la réalité que certains pourraient ne pas survivre. Le 4 février a commencé avec une température de 38 degrés. À midi, elle était tombée à 40 degrés. Le soir, elle était de 42 degrés. C'était la température la plus basse jamais enregistrée. La famille Thornton brûlait ses dernières réserves de bois. William coupait chaque jour des bûches fraîches, mais le bois vert gelé ne fournissait qu'un minimum de chaleur. Leur cabane, bien que solidement construite, ne pouvait maintenir une température supportable. Margaret Thornton était assise près de la cheminée, enveloppée dans des couvertures, tremblant de manière incontrôlable. Leurs 3 enfants étaient blottis les uns contre les autres sur la plateforme de couchage, leur souffle visible dans l'air malgré le feu qui brûlait à 1,5 mètres de là. William continuait d'ajouter du bois, mais le froid semblait s'infiltrer à travers les murs plus vite que les flammes ne pouvaient générer de chaleur. La glace recouvrait les murs intérieurs de couches cristallines. Vers 21 heures, Margaret dit à William qu'elle ne sentait plus ses doigts ni ses orteils. Il lui frotta vigoureusement les mains pour tenter de rétablir la circulation, mais elle restait blanche et engourdie. Elle présentait des signes d'hypothermie grave, de confusion, de troubles de l'élocution et de fatigue extrême. William prit une décision que sa fierté lui aurait empêché de prendre quelques semaines plus tôt. Il dit à Margaret d'enfiler tous les vêtements qu'elle possédait. Ils allèrent se rendre à la cabane de Mathias Keller. La marche était extrêmement dangereuse. 2 mètres et 42 degrés dans la neige et l'obscurité. William portait à moitié sa femme qui pouvait à peine marcher. Chaque respiration leur brûlait les poumons. La peau exposée de leur visage s'engourdissait en quelques minutes. William, guidé par la silhouette de la falaise calcaire se découpant sur les étoiles, se dirigeait vers la formation géologique que tout le monde avait raillée. Ils atteignirent la cabane de Mathias vers 23 heures. William frappa à la porte, trop frigorifié pour se soucier des convenances ou des heures de visite appropriées.
Mathias ouvrit immédiatement et un air chaud s'échappa. Une chaleur réelle. Pas la chaleur marginale d'une cabane en difficulté, mais une température véritablement confortable. Margaret s'effondra presque en franchissant le seuil. Mathias ne posa aucune question. Il aida Margaret à se rendre sur la plateforme de couchage la plus proche de la cheminée, l'entoura de couverture et lui donna du bouillon chaud qu'il avait fait mijoter. William se tenait près du feu, stupéfait par la différence de température. Il s'attendait à ce que la cabane troglodyte soit légèrement plus chaude que la sienne. Il ne s'attendait pas à cela. 17 degrés, hein, une température suffisamment agréable pour qu'il enlève son manteau. Une température que sa cabane ne pouvait atteindre, même en brûlant du bois en continu. Les frissons de Margaret s'atténuèrent progressivement. La couleur revint à ses mains et à son visage. Au bout de 30 minutes, elle pouvait parler normalement. Au bout d'une heure, elle demandait à manger. L'hypothermie s'inversait rapidement dans cette chaleur stable. William regardait sa femme se remettre et ressentait des sentiments complexes. Gratitude, embarras et la prise de conscience inconfortable qu'il s'était catastrophiquement trompé sur le projet de Mathias. Mathias lui offrit sa plateforme de couchage. Il dormirait à même le sol. William protesta faiblement, mais Mathias insista. Margaret avait besoin de repos et de chaleur. Ils pourraient rentrer chez eux le lendemain matin, lorsque la lumière du jour rendrait le voyage plus sûr. William accepta et ils s'installèrent pour la nuit. La cabane restait confortable sans feu supplémentaire. Le calcaire diffusait régulièrement la chaleur emmagasinée. Au matin, la température extérieure était toujours de 37 degrés, mais à l'intérieur de la cabane intégrée à la grotte de Mathias, il faisait 56 degrés avant qu'il n'allume le feu du matin. La nouvelle du rétablissement de Margaret Thornton se répandit dans le village en quelques heures. William rentra chez lui après l'aube et, dans l'après-midi, Samuel Garrett se présenta à la porte de Mathias. Sa plus jeune fille, Clara, présentait des signes d'engelure aux orteils. Pouvait-il l'amener pour qu'elle passe quelques heures dans la cabane chauffée? Mathias accepta immédiatement. Clara arriva avec son père dans la soirée. La fillette de 8 ans s'assit près de la cheminée de Mathias et, en moins de 2 heures, elle retrouva la sensation dans ses pieds. Samuel regarda le thermomètre qui indiquait 18 degrés et le compara mentalement à sa propre cabane où la température atteignait à peine 7 degrés malgré un feu constant. Il posa des questions techniques à Mathias. Combien de bois par jour? 4 bûches. Comment la pierre conservait-elle la chaleur? La masse thermique. Pourquoi l'humidité ne faisait-elle pas pourrir les bûches? L'espace d'air et la circulation. Au cours de la semaine suivante, la cabane de Mathias devint un refuge officieux. Le pasteur Vogel y amena sa mère âgée pendant 3 après-midi. La femme, qui était à peine consciente dans la cabane glaciale du pasteur, revint à elle dans cette chaleur constante. Elle s'assit, enveloppée dans des couvertures, buvant du thé chaud, parlant de manière cohérente pour la première fois depuis des semaines. Le pasteur demanda si elle pouvait passer la nuit là. Mathias fit de la place. Les enfants Garrett sont arrivés ensuite, tous les 3, pour 2 nuits, tandis que Samuel coupait désespérément du bois gelé. Il dormait sur le sol près du mur de calcaire, qui dégageait une douce chaleur pendant la nuit. Il se réveillait au chaud, prenait un petit déjeuner chaud et jouait tranquillement pendant que Mathias vaquait à ses occupations. À leur retour chez eux, Sarah Garrett a envoyé de la viande de chevreuil en conserve et du pain de maïs en guise de paiement. Mathias a accepté gracieusement. D'autres familles se sont approchées avec hésitation. Leur père âgé pouvait-il se reposer au chaud pendant un après-midi? Leur plus jeune enfant, qui ne pouvait s'arrêter de tousser, pouvait-il passer une nuit où respirer ne serait pas douloureux? Mathias a accueilli tous ceux qu'il pouvait. Sa petite cabane est devenue un refuge tournant pour les plus vulnérables du village, les personnes âgées, les enfants, les malades et ceux qui étaient les plus touchés par le froid persistant. La dynamique sociale a radicalement changé. Les personnes qui s'étaient moquées de lui quelques mois plus tôt se présentaient désormais à sa porte pour lui demander des faveurs. Mathias ne montrait aucun ressentiment. Il ne mentionnait jamais leurs critiques passées et n'exigeait aucune excuse. Il ouvrait simplement sa porte, partageait sa chaleur et ne demandait rien en retour, si ce n'est que les gens respectent son espace et ses habitudes. Le froid a finalement pris fin à la mi-février. La température est passée à 10 degrés, puis à 0 degrés, puis à 20 degrés le 18 février.
La crise était passée. Les familles qui s'étaient réfugiées dans la cabane de Mathias sont retournées chez elles. Les réserves de bois, bien qu'épuisées, allaient durer jusqu'au printemps, maintenant que le froid extrême était terminé. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Mathias n'était plus l'excentrique du village. Il était l'homme dont l'étrange cabane avait sauvé des vies. Les parents dont les enfants s'étaient remis de l'hypothermie grâce à sa chaleur ne pouvaient plus ignorer son innovation. Samuel Garrett, qui avait prédit une défaillance structurelle, avait été témoin d'une réussite technique. Même William Thornton, qui l'avait traité de homme des cavernes, avait porté sa femme en hypothermie jusqu'à cette grotte pour la sauver. Personne ne s'excusa directement. La culture des pionniers ne fonctionnait pas ainsi. Mais les attitudes changèrent de manière discrète et pragmatique, ce qui comptait plus que les mots. Le printemps arriva fin mars. La neige fondit, révélant les dégâts que l'hiver avait causés à la colonie. Plusieurs cabanes présentaient des problèmes structurels dus au froid prolongé, des rondins fissurés, des joints défectueux, des toits endommagés. Les familles commencèrent les réparations, reconnaissantes d'avoir survécu au pire hiver dont elles se souvenaient. Les piles de bois qui auraient dû durer jusqu'en avril étaient épuisées en février. Tout le monde avait brûlé plus que prévu. Samuel Garrett se présenta à la cabane de Mathias par une douce matinée d'avril. Il était venu avec ses outils de menuisier et une demande précise. Il voulait comprendre les détails techniques de l'intégration de la grotte. Comment Mathias avait-il exactement ancré les rondins au calcaire? Quelle était la composition du mélange d'argile? Comment l'espace d'air de 15 cm empêchait-il les problèmes d'humidité? Samuel prit des notes pendant que Mathias expliquait, posant des questions complémentaires avec un intérêt professionnel. 2 semaines plus tard, Samuel posa une question différente. Mathias connaissait-il d'autres formations calcaires dans la région qui se prêtaient à une construction similaire? Samuel avait un frère qui prévoyait de s'installer l'année suivante. Son frère était intéressé par une construction intelligente plutôt que traditionnelle. Mathias décrivit 3 endroits qu'il avait repérés. Des affleurements rocheux avec des alvéoles naturels qui pouvaient être intégrés dans la conception des cabanes. L'approche de William Thornton était plus indirecte. Il les passait début mai, officiellement pour rendre un outil qu'il avait emprunté avant l'hiver. La conversation est restée superficielle pendant 15 minutes. La météo, les projets de plantation printanière, les nouvelles générales de la colonie. Puis William a mentionné qu'il cherchait un nouvel emplacement pour une cabane. Sa cabane actuelle posait trop de problèmes. Il envisageait des emplacements près des falaises orientales du ruisseau, où les parois rocheuses offraient une protection naturelle contre le vent. Mathias avait-il des idées pour construire près des rochers? Mathias a partagé ce qu'il savait sans porter de jugement. William a écouté attentivement, a posé des questions pratiques sur les fondations et le drainage, puis est reparti pensif. Il n'a jamais dit « tu avais raison » ou « j'avais tort ». Mais le fait de demander conseil était en soi une reconnaissance. Le jeune Jacob Reinhardt était le plus direct. Le jeune homme de 19 ans avait déposé une demande pour obtenir un terrain à 3 miles au nord de la colonie, près d'une formation de grès. Il demanda à Mathias de visiter le site et d'évaluer s'il était adapté à la construction intégrée dans une grotte. Ils écrivirent ensemble, examinèrent la géologie, et Mathias expliqua ce qui fonctionnerait et ce qui ne fonctionnerait pas. Le grès était plus tendre que le calcaire, plus facile à travailler, mais moins stable. Jacob aurait besoin de techniques d'ancrage différentes. Mathias a dessiné des croquis, expliqué les principes et proposé son aide pour la construction initiale. Le pasteur Vogel n'a jamais abordé son précédent sermon sur l'habitation dans des grottes, mais il a mentionné depuis sa chaire, fin mai, que la sagesse de Dieu se manifestait parfois sous des formes inattendues. La référence était suffisamment indirecte pour préserver sa dignité, mais suffisamment claire pour que tout le monde comprenne que sa mère âgée s'était complètement rétablie, assistait à nouveau aux offices et remerciait publiquement Mathias pour son hospitalité pendant la crise. L'expression « construit dans la falaise » est entrée dans le vocabulaire de la colonie pour désigner une construction intelligente. Lorsqu'on discutait de nouveaux projets de cabane ou de ferme, quelqu'un demandait si l'emplacement présentait des caractéristiques géologiques pouvant être exploitées. Il était devenu acceptable, voire admirable, de construire avec la roche plutôt que malgré elle. Mathias observait ces changements avec une satisfaction tranquille. Il n'avait pas besoin d'être justifié.
Mais le fait de voir ces techniques adoptées dans la pratique validait quelque chose de plus profond que son ego. Une bonne ingénierie se répandait naturellement lorsqu'elle résolvait des problèmes réels. Au cours de la décennie suivante, 7 autres cabanes intégrées à des grottes furent construites dans la région. Jacob Reinhardt construisit la première en 1856 en utilisant la formation de grès que Mathias l'avait aidé à évaluer. La cabane fonctionnait bien, mais pas aussi efficacement que la version en calcaire de Mathias. Le grès avait une masse thermique plus faible, mais offrait tout de même des avantages significatifs par rapport à une construction indépendante. Samuel Garrett a construit une cabane pour son frère en 1857, en intégrant les leçons tirées de l'étude de la conception de Mathias. Samuel a amélioré le système de ventilation et mis au point une méthode d'ancrage plus simple pour les situations où le calcaire était trop dur à percer facilement. Ces innovations ont été partagées librement, enrichissant ainsi les connaissances collectives. En 1860, les cabanes creusées dans les falaises étaient reconnues dans tout le territoire du Dakota comme des abris supérieurs pour les climats extrêmes. Les études territoriales ont commencé à recenser les formations géologiques propices à l'intégration. Les colons arrivant de l'Est demandaient spécifiquement où se trouvaient les affleurements rocheux. Ce qui avait été raillé comme une habitation primitive dans une grotte était désormais considéré comme une ingénierie avancée utilisant les propriétés thermiques de la Terre plutôt que de les combattre. Mathias se remaria en 1859. Emma était une veuve de la colonie, de 10 ans sa cadette, avec un tempérament pratique qui correspondait au sien. Elle emménagea sans hésiter dans la cabane troglodyte, reconnaissant immédiatement ce que Mathias avait construit. Ils y élevèrent 2 enfants, une fille née en 1860 et un fils en 1862. La cabane qui avait été conçue pour une survie solitaire devint une maison familiale. Les enfants grandirent sans jamais connaître la peur du froid qui avait tué leurs demi-frères et sœurs. L'hiver n'était qu'une saison, pas une menace. La cabane maintenait une température confortable, quelles que soient les conditions extérieures. Le bois de chauffage durait tout l'hiver et il en restait même un surplus. Emma planta des jardins en profitant de l'exposition sud et de la protection naturelle contre le vent offerte par la falaise. Mathias continua à perfectionner sa conception. Il ajouta une deuxième pièce en 1864, prolongeant la structure plus profondément dans la cavité. Il améliora le système de cheminée, expérimenta différents composés de calfeutrage et développa des techniques pour gérer la chaleur estivale lorsque la masse thermique devenait un handicap plutôt qu'un atout. Chaque modification était documentée et partagée avec d'autres personnes construisant des structures similaires. Tom Bridgewater mourut en 1868 à l'âge de 73 ans. Ses funérailles furent la première occasion pour Athéus de se rendre à l'église du village depuis des années. Il prononça un bref éloge funèbre, se souvenant du vieil homme qui avait validé ses théories physiques et encouragé sa pensée non conventionnelle. Les connaissances de Tom avaient rendu tout cela possible. L'hiver rigoureux de 1873 mit à nouveau la région à l'épreuve. Il ne fut pas aussi sévère que celui de 1854, mais resta néanmoins brutal. Les cabanes construites selon la méthode Bluff résistèrent sans difficulté, tandis que les structures traditionnelles eurent du mal à tenir le coup. Le contraste était désormais si évident que la colonie reconnut collectivement ce que les familles avaient accepté individuellement des années auparavant. Matthias Keller avait eu raison. Mathias mourut en 1886 à l'âge de 64 ans. Sa santé finit par décliner après une vie difficile dans cette région frontalière. Il fut enterré sur la colline au-dessus de sa cabane, près de l'endroit où Anna et Hans avaient été inhumés 31 ans plus tôt. Emma et leurs enfants continuèrent à vivre dans la cabane. La structure ne nécessitait aucune réparation majeure. Le calcaire était toujours aussi solide, les rondins toujours aussi sains, l'intégration aussi stable que le jour où elle avait été achevée.